À l'âge de ses 8 ans, Donny Osmond a écrit une lettre déchirante depuis la Suède. Au lieu de réconfort, la réponse de son père a été brutale et a donné le ton à des décennies de douleurs cachées. À 30 ans, Donny souffrait d'une anxiété paralysante qui a presque mis fin à sa carrière. Il a même admis « Je détestais être moi ». Mais la révélation la plus choquante est survenue lors d'une interview 2025, lorsqu'il a finalement avoué ce qui s'était réellement passé pendant ses premières années qui ont façonné toute sa vie. La décision de Fred Silverman de donner à Donny et Marie Osmond leur propre émission de variété prime time était différente de tout ce que la télévision avait vu auparavant. À l'époque, ils étaient tous deux encore adolescents, Donny ayant 18 ans et Marie seulement 16 ans. Cela a fait d'eux les plus jeunes artistes de l'histoire à animer une émission de variété, un record qui n'a jamais été battu. Leur émission a débuté janvier 1976 et a duré 68 épisodes jusqu'en 1969, les plaçant dans la même ligue que certaines des émissions de variété les plus réussies de cette décennie. Ce qui rendait cela si inhabituel, c'était le fait que les émissions de variété prime time avaient toujours été dirigées par des stars chevronnées comme Carol Burnett, Sonny et Cher, ou des humoristes établis. Pourtant, ABC était prête à risquer des millions de dollars sur deux adolescents de l'Utah, leur accordant même un contrôle créatif total sur une tranche horaire de grande écoute. C'était un pari si audacieux qu'il a remodelé la façon dont les réseaux considéraient les jeunes talents et les audiences de télévision pour les décennies à venir. Les producteurs Sid et Marty Krofft ont été engagés pour façonner l'émission, et leur implication a été aussi surprenante que la décision d'embaucher les Osmond premier lieu. Les Krofft étaient célèbres pour avoir créé H.R. Puffin Stoof, une émission pour enfants psychédéliques remplie de personnages surréalistes tels qu'une sorcière, une flûte parlante, un garçon naufragé et un dragon roux portant des bottes de cow-boy. Ils ont transposé cette même imagination délirante prime time, construisant une émission de variété qui ressemblait plus à un rêve coloré qu'à une émission de télévision traditionnelle. Le décor comprenait une patinoire, et Donny se produisait dans des combinaisons de smoking bleu poudré, brodés de plumes de paon. Des marionnettes grandeur nature, des costumes surdimensionnés et des motifs lumineux et exagérés remplissaient l'écran, créant un spectacle à la fois bizarre et inoubliable. Leur vision inhabituelle a transformé les frères et sœurs mormons à l'allure irréprochable star d'un monde fantastique prime time, et le public était au rendez-vous chaque semaine. La position de Marie dans l'émission avait un poids particulièrement historique. Elle détient toujours le record de la plus jeune femme à avoir jamais animé une émission de variété à la télévision nationale, un record qui tient depuis près de 50 ans. La responsabilité placée sur ses épaules était extraordinaire. Au moment où l'émission a commencé, janvier 1976, elle était techniquement encore lycéenne, mais elle se tenait sur la même scène que des artistes légendaires. Au cours de 78 épisodes, elle a contribué à assumer le poids. Des interviews de célébrités, des performances musicales, des sketchs humoristiques et des codes d'écoute qui pouvaient déterminer la carrière de centaines de personnes travaillant en coulisses. Marie a admis plus tard que la pression était brutale, se souvenant de moments où des dirigeants insultaient son apparence et l'avertissaient même que sa performance pourrait coûter leur emploi à 250 personnes. Malgré ce traitement, elle et Donny ont créé une émission si durable qu'elle a ensuite été relancée sous forme de talk-show, journée dans les années 1990 et est même revenue dans une version de Noël à Broadway 2010. Pour ABC, la décision de mettre Donny et Marie Primetime était plus qu'un choix de programmation. C'était une tentative soigneusement planifiée de capturer le marché des jeunes au milieu des années 1960. À l'époque, les annonceurs souhaitaient surtout toucher les téléspectateurs âgés de 18 à 49 ans. Et ABC s'est rendu compte que des visages plus jeunes pourraient les aider à dominer ce public.
Leur stratégie s'est avérée si efficace que 1997, le réseau dépensait ouvertement environ 12 millions de dollars campagne destinés au jeune public. Une décision qui reflétait une formule qu'ils avaient déjà testée avec succès avec les Osmonds des décennies plus tôt. Les réseaux concurrents ont été contraints de repenser leur propre programmation alors que la stratégie d'ABC axée sur la jeunesse commençait à porter ses fruits, prouvant que la décision risquée de s'appuyer sur deux adolescents mormons avait changé le paysage télévisuel. Au fur et à mesure que l'émission se poursuivait, les Croft n'ont cessé de repousser les limites de ce à quoi une émission de variété pouvait ressembler. Ils ont introduit des costumes élaborés, des danseurs sur glace et même des marionnettes, mélangeant des éléments de la programmation pour enfants du samedi matin avec des divertissements prime time. Leurs effets spéciaux inhabituels et leurs sketchs ludiques ont créé un style qui ressemblait plus à un dessin animé direct qu'à une émission de variété traditionnelle. Au cours de la deuxième saison, ils ont confié à Marie un nouveau rôle avec le célèbre créateur Bob McKee, la transformant d'une douce ingénue une artiste adulte glamour. Alors que Donnie continuait de porter ses smokings bleu poudré signature avec des broderies de paon, les changements visuels audacieux ont donné à l'émission une identité unique, et le public ne pouvait pas détourner le regard. Le jumelage de Donnie et Marie, tant que co-animateurs, est né de leur apparition dans le Mike Douglas Show 1974. Les deux ont été invités à co-animer pendant une semaine, et leur chimie naturelle a immédiatement impressionné les dirigeants. Il n'était pas rare que l'émission prenne de gros risques, car elle avait permis à John Lennon et Yoko Ono de co-animer 1972. Mais lorsque les frères et sœurs Osmond ont pris leur tour, leur mélange du charme d'idole adolescente de Donnie et de la crédibilité croissante de Marie dans la musique country s'est avéré magnétique. Fred Silverman a immédiatement vu le potentiel et leur a offert leur propre série, s'appuyant sur la marque Osmond déjà populaire, tout offrant au public quelque chose de nouveau avec un partenariat frère-sœur. La place de Marie dans l'émission a été rendue possible partie par son succès avec la chanson Paper Roses. Elle l'a enregistrée à seulement 13 ans et elle a atteint la première place du classement Billboard Hot Country Songs moins d'un mois après son 14e anniversaire. Cela a fait d'elle la plus jeune artiste solo à figurer tête de ce classement et a donné à la famille Osmond la contrepartie parfaite à la célébrité pop de Donnie. La chanson, à l'origine un succès pour Anita Bryant. 1960 a atteint la 5e place du Billboard Hot 100 et SAI est monté à la 2e place au Royaume-Uni, prouvant que l'attrait de Marie était international. Sa capacité à passer de la country à la pop signifiait que l'émission pouvait attirer à la fois les fans adolescents et les publics plus matures, ce qui faisait l'équilibre parfait à l'image de Donnie. Donnie lui-même était déjà devenu une star bien avant le début de l'émission de variété. Entre 1971 et 1976, il a marqué 12 succès dans le top 40, dont 5 ont atteint le top 10. Ses plus grandes chansons incluent Go Away, Little Girl, qui a atteint la première place, Puppy Love, qui a culminé à la 3e place, et The 12th of Never, qui a atteint la 8e place. Une grande partie de son succès est venue de la reprise de chansons pop éprouvées et de leur donner un son frais pour une jeune génération. Des magazines comme Tiger Beat ont contribué à renforcer sa popularité, la rédactrice chef Anne Moses jouant un rôle clé dans la formation de son image d'idole adolescente. Le 23 janvier 1976, l'histoire de la télévision a été écrite lorsque Donnie et Marie Osmond ont présenté leur propre émission. Donnie n'avait que 18 ans et Marie seulement 16 ans. Pourtant, ils sont devenus les plus jeunes artistes à avoir jamais animé une émission de variété. L'offre est venue du président d'ABC, Fred Silverman, qui les avait vus co-animer le Mike Douglas Show. Leur chimie était si naturelle qu'elle a convaincu le réseau de prendre un énorme pari sur deux adolescents. Le créneau horaire qui leur a été attribué était le vendredi soir, que la plupart des producteurs considéraient comme un endroit où les émissions allaient
allait mourir. Mais Donnie et Marie ont fait un événement incontournable. La première a commencé avec eux patinant sur glace, un choix de production éblouissant et coûteux qu'aucune autre émission de variété n'a tenté chaque semaine. Ce qui le rendait encore plus inhabituel, c'était le niveau de contrôle qu'ils avaient. Leurs frères aînés s'occupaient des numéros musicaux. Leurs parents apparaissaient parfois à l'écran. Et l'ensemble du programme est devenu une véritable production familiale qui allait à l'encontre de la tradition hollywoodienne. Au cours de 3 saisons, l'émission a produit 68 épisodes et est devenue un phénomène que peu auraient pu prédire. Mattel a rapidement acheté les droits de merchandising et a sorti des poupées, Donnie et Marie, 1977. Les poupées étaient conçues pour tenir des microphones dans leurs mains et portaient des combinaisons colorées qui sont devenues un look emblématique. 1978, leur frère Jimmy avait même été ajouté à la gamme de jouets. La portée de l'émission dépassait de loin les États-Unis. Au Royaume-Uni, la BBC l'a diffusée le dimanche après-midi sous le nom de The Osmonds, ce qui a laissé l'identité de Marie dans l'ombre pour les téléspectateurs britanniques. Derrière les sourires éclatants et les numéros joyeux, les frères et sœurs portaient, eux, de lourdes difficultés personnelles. Marie se privait secrètement de nourriture, essayant de se mesurer aux starlettes glamour qui apparaissaient tant qu'invitées. Donnie a connu ses premières crises de panique pendant cette période. Ils ont gardé ces problèmes cachés pendant des décennies, conservant une image de perfection tout luttant discrètement contre la douleur coulisse. L'émission a été produite grâce à un partenariat entre Osmond Productions et Sid et Marty Krofft. Les frères Krofft étaient célèbres pour des émissions comme H.R. Pufnstuf et Land of the Lost. Connus pour leur style surréaliste, leur travail avec les Osmonds, qui respiraient de à la santé et la semblait peu probable, mais cela a donné à Donnie et Marie un niveau de pouvoir créatif dont la plupart des adolescents ne pouvaient même pas rêver. Ils étaient producteurs exécutifs d'une émission d'un grand réseau. Et 1967, ils ont même déménagé toute la production de Los Angeles à Orem, dans l'Utah. Les tout nouveaux studios George F. Osmond mesuraient 662 mètres carrés et sont devenus le nouveau domicile de l'émission. Il était impensable qu'une émission d'un grand réseau quitte Hollywood, mais ce déménagement a permis à la famille de garder le contrôle tout construisant un nouveau type de modèle de production axé sur les valeurs familiales et l'indépendance. L'émission de variété a également jeté les bases de leur succès futur à Las Vegas. Bien qu'initialement filmé à Katella, à Los Angeles, avant de déménager dans l'Utah, le mélange de musique, de comédie et de spectacle de l'émission était parfait pour la scène de Vegas. Des décennies plus tard, ce format a conduit à un retour 2008 avec une résidence au Hollywood Theatre du MGM Grand. Ce qui était censé n'être que 8 représentations s'est transformé en un spectacle de 11 ans au Flamingo Las Vegas. Entre 2008 et le 9 novembre 2019, ils ont donné même 330 spectacles. 2014, le Flamingo a même rebaptisé sa salle d'exposition, la salle d'exposition Donnie et Marie leur honneur. Donnie a perpétué la tradition avec une résidence solo au Harrah's Las Vegas, prolongée jusqu'en novembre 2025. Leur influence a été officiellement reconnue lors des TV Land Awards 2015 lorsque Donnie et Marie ont reçu le Pop Culture Award. Cela s'est produit 36 ans après la fin de leur émission et a montré à quel point leur travail était resté gravé dans la mémoire du public. Ils avaient déjà remporté le TV Land Award des frères et sœurs chanteurs, préféré 2006 et avaient été nominés 2005. Le Pop Culture Award est arrivé au plus fort de leur résidence à Las Vegas, lorsqu'ils ont également remporté 3 prix du Las Vegas Review Journal Best of. Las Vegas 2012 pour le meilleur spectacle, le meilleur artiste polyvalent et le meilleur chanteur. Donnie Osmond a souvent parlé de son regret de la façon dont l'émission Donnie et Marie s'est terminée. L'émission de variété, diffusée sur ABC de 1976 à 1969, a été l'un des moments déterminants de sa carrière avec sa sœur Marie.
Pourtant, elle lui a laissé un sentiment de frustration plus que de satisfaction. Donnie a admis plus tard que Marie et lui n'avaient jamais, eux, la possibilité de décider eux-mêmes de la date de fin de l'émission. Cette décision a été prise pour eux, laissant les deux, tant que spectateurs, de leur propre carrière. Il a décrit cela comme un tournant, réalisant qu'ils avaient renoncé au contrôle créatif de leur destin. Lorsque l'annulation est survenue 1969, elle a déclenché ce qu'il a appelé une lutte acharnée avec son image publique, une lutte qui allait le hanter pendant des années. Le regret n'était pas simplement que l'émission soit terminée, mais qu'elle se soit terminée sans leur consentement, montrant à quel point même les artistes à succès pouvaient avoir peu de pouvoir dans l'industrie. Les années qui ont suivi ont été difficiles. Bien que Donnie soit resté un chanteur talentueux, les critiques ont noté que des erreurs créatives à la fin des années 1970 l'avaient presque fait disparaître des projecteurs pendant une grande partie des années 1980. Il a admis que son image était devenue embarrassante et qu'il était étiqueté comme ringard. À un moment donné, les choses sont devenues si désespérées qu'un publiciste a suggéré qu'il se fasse délibérément arrêter pour possession de drogue afin de se débarrasser de son image propre. Donnie a rappelé qu'il avait même engagé le publiciste qui avait proposé l'idée, qui avait élaboré une campagne complète pour le faire arrêter. Pour quelqu'un élevé sous les feux de la rampe dans un cadre familial, cette seule pensée montrait à quel point il avait perdu le contact avec ce que le monde du divertissement attendait. Cela montrait également le cynisme froid d'une industrie où une arrestation pour drogue était considérée comme une stratégie légitime pour relancer une carrière. Les valeurs personnelles de Donnie se sont souvent heurtées à ces pressions. Tant que membre fervent de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, il essayait constamment de concilier sa foi avec ce que l'industrie exigeait. Des années plus tard, mars 2010, il a publiquement critiqué des artistes comme Lady Gaga et Beyoncé pour avoir utilisé des jurons et des thèmes sexuels dans leurs clips vidéo-téléphone. Sa position sur le mariage homosexuel après la proposition 8 de 2008. Californie a également révélé la tension à laquelle il était confronté lorsqu'il a exprimé son opposition tout essayant de rester inclusif dans son image publique. Donnie a expliqué un jour que s'il enregistrait une chanson de Prince, les gens supposeraient qu'elle était propre parce que c'était lui, alors que si Prince lui-même l'enregistrait, le public la qualifierait de sale. Selon lui, ce n'était pas juste. Cela reflétait à la fois sa frustration d'être catalogué et les limites que sa réputation irréprochable imposait à sa liberté artistique. Puis, 2010, une bataille juridique a éclaté, menaçant de briser complètement l'image qu'il avait travaillé si dur à protéger. Octobre de cette année-là, le manager de divertissement Chip Lightman a déposé une plainte devant le tribunal de district du comté de Clark, accusant Donnie d'être sournois, rusé, frauduleux et avide. Lightman, qui avait géré Danny Gans avant de travailler avec Donnie, a dressé le portrait d'un homme prêt à mentir et à manipuler pour un gain financier. Selon la plainte, Donnie a menti directement aux représentants de l'hôtel Flamingo, a diffusé des informations fausses et préjudiciables sur Lightman dans l'industrie et a même refusé de monter sur scène tant que ses exigences n'étaient pas satisfaites. Le timing était désastreux. Donnie et Marie venaient de connaître un nouveau succès à Las Vegas et les allégations contrastaient fortement avec l'image irréprochable que Donnie s'était construite au cours de 6 décennies. La plainte comprenait des allégations concernant son style de vie prétendument somptueux, l'accusant de dépenser pour des voitures exotiques, des suites d'hôtels de luxe et des jets privés, le tout financé par ceux qui travaillaient en coulisses. Les documents judiciaires ont révélé que Donnie et Marie gagnaient chacun un salaire de base de 1,6 à 6 millions de dollars, plus 40% des recettes brutes au guichet dépassant 250 000 dollars. De plus, Donnie recevait une suite d'hôtels de 2 pièces et un service de limousine, tandis que Marie recevait une allocation de logement mensuel de 10 000 dollars. Interrogé sur les accusations, Donnie a ri nerveusement et a insisté sur le fait qu'il ne conduisait qu'une smart car et un pick-up,
affirmant qu'elles étaient loin d'être exotiques. Mais les allégations brossaient un tableau très différent de quelqu'un qui poursuivait un style de vie très éloigné de l'image familiale qu'il projetait. La plus profonde blessure pour Lightman n'était pas l'argent, mais ce qu'il prétendait être une trahison. Il a déclaré avoir sauvé la carrière de Donnie et Marie lorsqu'il les a ramenés sur scène, avril 2008, à l'Hôtel Flamingo, leur première représentation conjointe sur le strip 30 ans. Le spectacle a été un succès immédiat, générant des millions et restaurant leur place dans le divertissement. Pourtant, selon la plainte, une fois que le spectacle s'est avéré rentable et a été prolongé jusqu'à octobre 2012, Donnie a commencé à comploter pour écarter à la fois Lightman et l'agence William Morris. Les documents judiciaires suggéraient que Donnie avait attendu que le spectacle soit assuré avant d'évincer les personnes qui l'avaient aidé à réussir. Lightman a exprimé plus tard son choc et sa déception, disant qu'il espérait une résolution à l'amiable de ce qu'il appelait une situation malheureuse dans laquelle il n'avait jamais voulu se trouver. Les documents juridiques alléguaient également que Donnie avait comploté lors des renouvellements de contrats pour réduire les bénéfices de Lightman tout augmentant les siens. L'une des accusations les plus graves était qu'il avait tenté de frauder l'agence William Morris, leur refusant les commissions dues sur l'accord prolongé. Lorsque Lightman a refusé de participer, Donnie se serait également retourné contre lui. Dans un cas 2010, Donnie aurait refusé de monter sur scène tant que Lightman n'aurait pas accepté de céder ses droits à une société appelée Aldani et d'accepter une réduction de salaire de 50%. Le public a été gardé attente pendant près de 30 minutes, pendant que Donnie menait le bras de fer coulisses. Les documents judiciaires affirmaient outre qu'il avait nié avoir jamais accepté de prolonger les accords de producteur de Lightman et avait répandu des rumeurs selon lesquelles Lightman avait manipulé des chiffres financiers liés à sa paie. 2025, Donny Osmond s'est assis pour une interview sur Good Morning Britain et a mis les points sur les i sur ce que c'était vraiment de grandir tant qu'enfant star. À 67 ans, il a corrigé la vision optimiste de l'animateur sur ses débuts de carrière et a expliqué que la transition d'idole adolescente à artiste adulte avait été l'une des batailles les plus difficiles de sa vie. Il a déclaré que les gens ne voulaient pas accepter qu'il ait grandi et que ce n'est qu'après certains jalons qu'il a finalement gagné crédibilité. Il a souligné la sortie de Soldier of Love, son rôle principal dans Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, et plus tard sa victoire à Dancing with the Stars, comme les tournants qui lui ont permis d'être perçu comme un adulte. Ce n'est qu'alors, a-t-il admis, qu'il est devenu plus facile de se remémorer et d'embrasser les années d'idole adolescente sans se sentir piégé par elles. L'honnêteté de ces mots a révélé à quel point il avait été difficile d'être enfermé dans une image d'adolescent bien à l'âge adulte. 1982, alors que Donnie n'avait que 25 ans, le monde l'avait déjà qualifié de has-been. C'était une chute choquante pour quelqu'un qui avait autrefois dominé les charts avec des succès comme Go Away Little Girl, qui a atteint la première place, et Puppy Love, qui a grimpé à la 3e place. L'industrie musicale était passée à autre chose, et même Donnie a admis qu'il se sentait obligé de se réinventer. Il a dit plus tard: « J'ai réalisé que je devais être quelqu'un d'autre parce que Donny Osmond ne fonctionnait pas pour moi. » La situation était encore plus compliquée, car il devait conserver son image mormone familiale, tout essayant d'être pris au sérieux tant qu'adulte. Les fans et les maisons de disques semblaient déterminés à le maintenir dans un carcan, et il a souvent comparé ses difficultés aux luttes ultérieures de Justin Bieber avec une image d'idole adolescente, notant que Bieber avait eu son propre chemin difficile pour se libérer. Pour Donnie, la pression financière et émotionnelle de cette transition a été énorme, d'autant plus que les maisons de disques hésitaient à signer quelqu'un d'aussi étroitement lié à la bubblegum pop. Derrière la musique et les sourires, lors des apparitions à la télévision, l'enfance de Donnie était loin d'être simple. Son père, George Osmond, avait grandi avec un beau-père violent et avait apporté cette dureté de style militaire dans la gestion de la famille. George attribuait même des numéros à ses 9 enfants au lieu de les appeler par leur nom.
Lorsque Donnie n'avait que 8 ans et était tourné Suède, il a écrit une lettre à la maison pour supplier de revenir à cause de la solitude. Au lieu de le réconforter, son père l'a battu et lui a dit d'être reconnaissant. Donnie a dit plus tard qu'il avait compris que son père n'était pas parfait, mais qu'il faisait de son mieux, bien qu'il ait admis qu'il avait élevé ses propres enfants d'une manière très différente. Dans le même temps, il devait gérer les sentiments compliqués d'être la star montante parmi 7 frères qui voulaient également les projecteurs. Marie Osmond a admis plus tard que la famille avait eu son lot de difficultés, disant qu'elle avait des hauts et des bas comme les autres, bien que la vérité était que la célébrité et les affaires rendaient tout beaucoup plus difficile. La carrière de Donnie a commencé alors qu'il n'avait que 5 ans, apparaissant dans le Andy Williams Show 1963. Il a dit « Je suis passé d'un enfant innocent à une star de la télévision nationale » et a admis que sa vie n'a jamais semblé normale après cela. Le prix de la célébrité s'est manifesté dans sa trentaine lorsqu'il a commencé à souffrir d'une anxiété paralysante, bien qu'il ait révélé plus tard qu'elle avait fait commencer lorsqu'il avait 11 ans. L'anxiété est devenue si forte pendant sa période dans Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat qu'il a failli ne pas pouvoir se produire. Il a dit plus tard « Je n'avais pas assez de patience pour réaliser, Donnie, tu n'es qu'un être humain. Tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. » Au sommet de sa gloire, il a avoué « Je détestais être moi. » Même des décennies plus tard, il a décrit l'expérience surréaliste d'utiliser la technologie de l'IA dans son spectacle de Las Vegas pour se produire aux côtés de lui-même à 14 ans, disant qu'il se sentait étrange de chanter avec une version de lui-même d'il y a 53 ans. Bien que les Osmond aient gagné des millions dans les années 1970, la structure financière de la famille les laissait constamment sous pression. Donnie a révélé qu'il avait failli devoir se déclarer faillite dans les années 1980 après avoir presque tout perdu. Une grande partie de l'argent que les frères et sœurs gagnaient servait à soutenir leurs parents, leurs managers, les membres de leur famille élargie et une vaste exploitation commerciale, laissant peu de sécurité financière. Donnie a admis « Nous avons traversé une période où nous n'avions pas d'argent. Bien qu'il y ait certainement beaucoup d'amour à la maison, l'ironie était frappante. Il vendait des millions de disques et remplissait des arènes, mais une mauvaise gestion financière et des arrangements complexes les ont laissés au bord du gouffre. Il a fallu des années à Donnie pour se remettre de cet effondrement, mais grâce à sa détermination et à sa persévérance, il a finalement reconstruit sa fortune, qui s'élèverait à 18 millions de dollars. L'expérience, cependant, lui a laissé des inquiétudes permanentes concernant l'argent et une tendance au perfectionnisme qui a parfois rendu sa vie encore plus difficile. 1998, Donnie et Marie ont tenté un grand retour avec un talk show syndiqué produit par Dick Clark. L'émission mettait vedette un groupe de musique directe et était diffusée à l'échelle nationale tous les matins. Les attentes étaient extrêmement élevées, mais les codes d'écoute ont été décevantes dès le début. Kolya Tristar l'a annulé après seulement 2 saisons 2000. L'échec a été déroutant pour certains, d'autant plus que l'émission recevait encore des éloges de l'industrie à l'époque. Fait, elle a été nommée à 2 reprises aux Daytime Emmy Awards pour le titre de meilleur animateur de talk show 2000 et 2001, ainsi que 12 nominations au total pour la réalisation, le maquillage, la coiffure et d'autres catégories. Pourtant, les éloges de la critique n'ont pas pu surmonter le manque de téléspectateurs, et la fin de l'émission a été un rappel brutal que le succès à la télévision exige plus que du talent. Le véritable tournant est survenu avec la résidence de 11 ans de Donnie et Marie à Las Vegas, à l'hôtel Flamingo, à partir de 2008. Au début, cela ressemblait au couronnement de leur carrière. Ils auraient gagné un salaire de base de 1,6 million de dollars, plus 40% des ventes au guichet dépassant 250 000 dollars chacun. Donnie vivait dans une suite de luxe avec service de limousine et Marie recevait une allocation de logement mensuel de 10 000 dollars. Pourtant, derrière les paillettes, les problèmes ont commencé à s'accumuler. Lorsque Donnie a participé à Dancing with the Stars, qu'il a remporté,
les conflits d'horaires ont conduit à des tensions avec les producteurs. 2010, des poursuites ont fait surface, l'accusant de rupture de contrat, de fraude et de diffamation. Malgré les millions qu'il gagnait, les documents judiciaires le décrivaient comme vivant au jour le jour, luttant contre de mauvais investissements, le ralentissement économique et les coûts d'un style de vie extravagant. Le moment le plus explosif est survenu lorsque le producteur de divertissement Chip Lightman, qui avait contribué à amener les Osmonds à Las Vegas, a poursuivi Donnie 2010. Lightman a affirmé que Donnie l'avait écarté d'une prolongation de contrat pour garder plus d'argent pour lui-même. La poursuite accusait Donnie d'être sournois, rusé, frauduleux et avide, et alléguait même qu'il avait une fois refusé de monter sur sa scène, à moins que Lightman n'accepte une réduction de salaire de 50%, retardant une représentation de près d'une demi-heure. Lightman l'a également accusé d'avoir menti au Flamingo, de nier des accords et de répandre de fausses rumeurs. L'affaire a brossé un tableau qui contrastait fortement avec l'image publique saine de Donnie. Marie a même été nommée dans la poursuite avec des allégations selon lesquelles elle avait été au courant des actions de Donnie, mais était restée silencieuse. À la fin de leur résidence à Vegas 2019, la relation entre Donnie et Marie était profondément tendue. Des décennies de difficultés financières, de désaccords créatifs et le poids de la longue histoire de leur famille avaient fait des ravages. Marie a admis qu'elle se sentait souvent comme le vilain petit canard comparé aux stars invitées glamour. Et des initiés ont rapporté que les frères et sœurs tenaient à peine le coup coulisse. Leur famille avait déjà perdu entre 80 et 100 millions de dollars au fil des ans, raison de mauvaises décisions financières et d'une mauvaise gestion. Même l'éclat de leur triomphe à Vegas ne pouvait pas cacher les fissures.